Avec quand même un nom d'association, un mot fort, hein, c'est Jeunesse sans drogue. Hein. Je suis avec Solange, avec Aude et avec Sophie, Madame Daout, qui écrit des livres. Alors, moi, je voudrais vous dire, comment est née cette association, Jeunesse sans drogue? Alors, c'est une association qui est née il y a 15 ans. C'est donc une vieille association. Alors, elle est née du désir de parents. J'avais fait une conférence à la demande d'une appel dans un établissement qui est situé à Saint-Raphaël et qui s'appelle Stanislas. Et les parents ont dit « Mais Sophie, ce que vous nous racontez, c'est grave ». Et c'est grave en effet, car si on laisse faire, la drogue gagne du terrain, surtout chez nos jeunes. Et donc c'est grave en effet. Les parents ont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je leur ai suggéré de fonder une association. C'est ainsi que le 13 décembre 2000 est née notre association Jeunesse sans drogue, JSD. Alors, quel est le facteur? Pourquoi aujourd'hui la drogue gagne les jeunes, mais de plus en plus jeunes? En effet, je crois qu'il faut le constater, sans en étonner, sans en alarmer. Nous le faisons tous les jours. Pourquoi? Je crois parce qu'il y a une grande démission de la part des adultes. Les parents sont au courant, mais préfèrent ne pas voir. Or, c'est ce que j'ai fait, donc je sais que je suis passée par là. Je ne me pose pas du tout en professeur de morale. Je suis là pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, nous, en tant que parents, on ne peut pas imaginer que la drogue va frapper chez nous. Chez les autres, oui, probablement. Mais chez nous, non. Et donc, c'est peut-être cette confiance-là qui fait que, en effet, la drogue a de beaux jours devant elle. Ensuite, il y a le poids de la société, le poids des copains, le poids de la société. On parle de drogue douce. La drogue douce, ça n'existe pas. Le cannabis, qui a une très très bonne image auprès des jeunes et qui est perçu comme les parents comme une drogue, une moindre drogue, une drogue qui serait moins dangereuse, est en réalité une drogue dure, une drogue lente mais une drogue dure qui fait des ravages. Nous qui sommes au cœur de la prévention, nous le voyons, nous le savons, nous le constatons tous les jours. Donc, démission de la part des adultes qui se disent « bon, on n'en parle pas, comme ça n'existera pas ». Ce qui est faux, c'est tout le contraire. C'est parce qu'on n'en parle pas qu'il faut que ça existe et que ça prolifère. Alors, en parler, oui, mais comment? Il faut s'armer d'un peu de courage parce que les jeunes ont des arguments à nous opposer qui sont des arguments forts. Ce sont les arguments des dealers. Les dealers sont des marchands et ces marchands veulent vendre leurs produits. Donc ils ont des arguments de vente et une politique marketing tout à fait au point. Donc pour les contrer, moi je le sais puisque je vais dans les classes. Et dans les classes, certains m'opposent les arguments. Mais vous savez bien que ça ne peut pas faire de mal. Et puis vous savez bien qu'au contraire, presque c'est bien quoi. Et puis madame, puisque le cannabis est un médicament, qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? Il faut savoir répondre. Pour savoir répondre, il faut travailler. Comment travailler? Eh bien, nous comptons beaucoup sur un des livres que j'ai écrit. C'est pas parce que je les ai écrits, ça je m'en fiche, mais c'est un guide qui s'appelle Jamais douces les drogues. Sur la couverture de ce guide, il y a un pétard dans un piège. La drogue, c'est un piège. Si le piège ne fonctionne pas, tant mieux. S'il se referme, on est prisonnier. Et il n'y a pas de drogue douce. Alors voilà un petit peu les motivations. Est-ce que je peux poser cette question à Solange? Quels sont le type de familles qui viennent vous voir au sein de l'association? D'abord, comment ça se passe? Ils entendent parler de votre association, ils ont un cas dans leur famille, et ils viennent vous voir? Alors, ils entendent parler de l'association, soit ils téléphonent, soit ils vont sur le site. On a un site internet Jeunesse sans drogue. Ils voient des témoignages. Alors, il y a toutes sortes de familles. Souvent, c'est des mamans. Les mamans qui téléphonent pour leur enfant. Elles ont besoin d'être soutenues, d'être encadrées. Elles ont besoin d'avoir des réponses. Après, Sophie, en général, reçoit l'enfant, si l'enfant est d'accord. Et s'amorce toute une période de dialogue, de sevrage pour essayer de le sortir de là. Ça commence à quel âge, Sophie? Parce que là, moi, on parle de génération, les jeunes avaient 20, 25 ans, c'était les pétards, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même conjoncture. Hein. En effet, vous faites allusion à quelque chose de tout à fait vrai. Moi, quand j'ai commencé à faire de la prévention, c'est après la sortie de mon premier livre, il y a plus de 20 ans. Et je me suis placée dans les classes de terminale, en y allant avec précaution. Hein. Et puis les proviseurs m'ont dit, écoutez, il faudrait voir les secondes.
Là, je me suis dit quand même, il va fort. Et en fait, c'est lui qui avait raison, parce qu'en seconde, déjà, il y avait des problèmes. Puis on m'a dit qu'il faudrait passer au collège. Donc je suis passée au collège, en troisième, en quatrième. On m'a dit le sixième, là j'ai dit non, vraiment c'est trop. J'avais tort. Et maintenant, c'est un choix de l'association, nous faisons la prévention en CM2. Alors en CM2, pourquoi ? Parce que nous sommes dit, eh bien, en venant au collège, nous arrivons avant. Prévenir, c'est venir avant. Là, c'est le rôle de la prévention que d'aller au-devant des problèmes. Nous nous sommes dit avant l'entrée au collège, avant que les gamins rencontrent des gens qui vont vouloir leur vendre de la drogue, ça c'est une bonne idée. Et ça commence à faire des ravages beaucoup plus tôt. Parce que quand c'était les années 70, c'était quand même des adultes qui se sont arrêtés très rapidement. Là, aujourd'hui, on s'inquiète. Moi, j'ai entendu un reportage où même les médecins s'inquiètent. Ça commence jeune et à partir de là, ça fait des ravages irréversibles. Incroyable, incroyable. Ça s'adresse à des enfants. On sait maintenant que les connexions neuronales ne se terminent, en particulier dans cette période, dans cette partie du cortex qu'on appelle le cortex préfrontal, qu'entre 22 et 25 ans. Avant, le cerveau n'est pas terminé. Donc ça fait des dégâts incroyables et irréversibles. Alors il faut surtout pas employer le mot de drogue douce. Alors vous avez fait allusion à cela, au rajeunissement des premières prises, c'est vrai. Et alors un autre phénomène qu'on observe, c'est la polyconsommation. On vous dit que le cannabis c'est bien, mais pour vous doper un peu d'ecstasy, ça serait pas mal, ou bien de la cocaïne. Donc des polyconsommations qui circulent dans toutes les fêtes des jeunes qui, s'ils ne sont pas avertis, ne savent plus quoi faire, ni comment faire, ni ce qui est vrai, ni ce qui est faux. Alors j'ai envie de poser une question à Aude. Vous êtes simple adhérente. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans cette association ? Tout simplement parce que je suis une maman. Et mes enfants, ils vont à l'école, et même si j'ai l'impression de les suivre bien, ils ont des copains. Et moi, bien naïve, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire se droguer, la drogue, etc. Donc j'ai commencé par lire le livre de Sophie. Et là, je me suis aperçue que mes enfants, moi-même, je vivais dans un univers peut-être un peu dangereux, avec des risques, et il fallait mieux être prévenu. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là que je suis devenue adhérente à l'association. Et je crois vraiment que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a rendue plus vigilante pour moi-même et aussi pour mes enfants et aussi par rapport à mes amis. Alors c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, Sophie, vous avez différencié. Quoique, je suis sûr qu'au fond de vous, vous m'avez dit, il n'y a pas de drogue douce et pas de drogue dure. Il y en a quand même qui sont plus dures que d'autres. Vous voulez le dire parce que, justement, il ne faut pas commencer. Alors, les drogues très dures, on parle d'héroïne, cocaïne, là, on va dire que c'est l'achèvement du corps, pratiquement. Quand on en arrive là, c'est très, très, très difficile de s'en sortir. Alors que le cannabis, avec de l'information, on peut s'en sortir. On peut se sortir de toutes les drogues, y compris de l'héroïne. Je suis bien placée pour savoir cela. Je travaille avec des personnes qui sont dans ce parcours-là, d'aider les toxicomanes à s'en sortir. On a l'impression que l'héroïne, en effet, ça sera très dur, parce que si quelqu'un qui a vu un héroïnomane en manque, c'est une horreur. Il a mal partout, il a mal au ventre, il a mal au rein. C'est, dit-on, les douleurs de l'accouchement d'autrefois, quand il n'y avait pas de péridurale, plus. Donc c'est quelque chose de très très dur. Or, savez-vous combien de temps il faut à un héroïnomane pour se sortir de la drogue ? Combien de temps de sevrage ? Quand je pose la question dans les classes, les élèves me disent 6 mois, 3 mois, etc. Eh bien non, c'est 1 semaine. En 1 semaine, un héroïnomane en a fini avec le manque physique. Mais autre chose est le manque psychologique. L'addiction psychologique est aussi vraie pour le cannabis. Donc ce genre d'addiction, ça reste dans la tête. Je me rappelle avoir rencontré un ancien héroïnomane qui me disait il était sorti de tout ça, il ne voulait pas y retomber parce qu'il voyait bien que c'était la déchéance, l'horreur. Et il dit qu'il avait sur l'épaule un petit singe qui lui disait de temps en temps, en lui tapant sur le visage, un Frédéric, c'était quand même bon, quoi. C'est ça qui est dangereux. Donc c'est pas plus difficile de sortir de l'héroïne que d'une autre drogue. Il faut être encadré, il faut le vouloir, il faut aller au fond de ses désirs, il faut retrouver un sens à la vie. Parce que dans la drogue, que ce soit le cannabis ou une autre drogue, pour un toxicomane, tout tourne autour de la drogue. Le matin, je me lève, il me faut mon pétard. Si je ne l'ai pas, je vais être mal. Donc il me faut du fric. Et toute la journée, c'est ça. Donc il faut se réhabituer à vivre quand on sort de la drogue. Pour les jeunes, c'est vrai qu'il est plus facile pour nous
d'aider un fumeur de cannabis à sortir pour de la drogue. Pour un héroïnomane, ça passera forcément par des médecins, par un sevrage, etc. Mais le sevrage au cannabis, c'est dur aussi. Alors, j'ai envie de poser une question à Solange. Vous parlez de jeunesse, hein. Donc quand la drogue rentre chez un jeune, ça veut dire qu'il rentre dans la famille. Ça cause un problème, hein, puisque c'est un rapport avec cette journée, ça cause un problème sur toute la famille. Hein. Oui, hélas, on ne prend pas assez compte quand il y a un drogué dans la famille, ça touche les frères, les sœurs, les parents, les couples qui ne s'entendent plus, l'un voudrait faire une chose, l'autre une autre. Donc c'est vrai, c'est très destructeur. Il y a le jeune qui éventuellement se drogue, mais il y a autour de lui toute la famille qui souffre. J'ai quelques dernières questions. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous avez pas ce mur devant vous qui est un peu le sujet tabou, voilà, des familles qui ont un enfant, ils l'ont surpris, ils ont trouvé un bout de cannabis ou de l'herbe ou carrément du shit, hein, comme on dit dans le jargon, et ils n'osent pas en parler. Nous rencontrons ce phénomène depuis toujours. Alors c'est pour ça que nous aimons bien, quand nous déplaçons dans les établissements scolaires, voir les parents. Les parents sont au premier plan de l'éducation, pour l'éducation de leurs enfants. C'est bien que j'aille dans les classes avec Solange ou Aude rencontrer les élèves, c'est très bien des jeunes, parce qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui n'a pas leurs arguments et qui sait répondre à leurs questions. Mais les parents, quand nous demandons à les voir, eh bien, nous n'en voyons pas beaucoup. Et c'est dommage, parce que c'est à eux que nous voudrions parler pour qu'ils puissent répondre d'une façon intelligente aux questions de leurs enfants. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, par exemple, une maman qui s'aperçoit que sa fille fume du cannabis. Si elle lui dit « tu fumes du cannabis, d'accord, mais promets-moi que tu passeras jamais à autre chose ». C'est de la banalisation et elle se trompe parce qu'en effet, le cannabis est une drogue dure. Donc elle est à côté de la plaque. En revanche, si un père dit à son fils, dont il sait qu'il fume du cannabis, écoute, je ne veux pas que tu fumes ça parce que sinon tu iras jusqu'à l'héroïne. Ça aussi c'est faux. Donc ni banalisation, ni satanisation, ni diabolisation. Savoir ce qu'on dit, discuter, dialogue. Et information des parents. Merci à vous trois. Donc merci à cette association qui fait partie intégrante de cette journée. Donc si ce message est entendu par des familles qui nous écoutent un petit peu à l'intérieur et à l'extérieur, vous êtes libres et surtout vous les acceptez toute la journée pour les renseigner. Merci beaucoup et on continue notre petit tour d'horizon des associations.